demandais si vous alliez sur le terrain vous-même ou si vous aviez des enquêteurs avec qui vous travaillez dans l'équipe de consultation d'éthique. Enfin, vous avez parlé d'une répartition des tâches au sein de cette équipe. Alors tout à fait, tout à fait. Je vais sur le terrain et je dois dire que c'est absolument essentiel parce que voir et sentir ce que les gens et comment ils parlent et aussi les interroger sur leurs problèmes au quotidien avec certaines décisions difficiles, c'est absolument essentiel. Donc on va sur le terrain à plusieurs justement, toujours à deux, voire à trois, justement pour avoir ce regard multiple. Et ça c'est... Ma question, elle est simple. Sur l'intuitionnisme moral, est-ce que l'intuitionnisme moral est-il un naturalisme moral individualiste? Au fond, voilà, quelles sont ces valeurs incarnées sous-jacentes, d'où elles viennent? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est une... Voilà. Et deuxièmement, est-ce que pour l'approche heuristique que vous défendez, le moral, la dimension éthique se limite aux dilemmes moraux et aux décisions difficiles? Est-ce qu'il n'y a pas de l'éthique aussi, tous les jours, dans des petites décisions qui n'ont pas l'air d'en être, mais qui peut-être en sont, je sais pas. Oui, alors là, je commencerai par le deuxième point qui est important, effectivement. Heureusement, il n'y a pas que des dilemmes, sinon on ne ferait plus rien dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de choses qui vont de soi. Moi, je mets l'accent sur le dilemme, est peut-être un peu fort, parce que ça c'est vraiment le dilemme, c'est l'impossibilité d'avancer, hein, comme dit aussi Aristote, donc on est coincé. Il y a des situations où le dilemme est moins fort, peut-être, où il n'y a pas de dilemme, mais il y a une contradiction, il y a une tension, je dirais. Donc c'est pas le dilemme, je dirais que le dilemme c'est la pointe de l'iceberg, pour moi, mais vraiment je mets l'accent, et c'est pour ça que sur la tension, entre deux exigences différentes. Donc pour moi, et il est vrai que là où nous faisons des protocoles, mettons en place des protocoles de recherche, c'est toujours là où nous sentons qu'il y a une tension normative. Alors c'est peut-être un présupposé, mais bon, il y a une théorie ou une approche philosophique qui développe ça en particulier, hein, et donc je m'en suis appropriée, mais je trouve ça particulièrement profitable, parce que ça sert aussi éventuellement, non pas à résoudre le dilemme, mais à aider les acteurs qui sont bloqués justement et qui sentent cette tension à avancer. Donc c'est aussi le but pratique. Alors les intuitions morales, l'intuitionnisme a fait l'objet de très fortes critiques, notamment exactement ce que vous dites. C'est-à-dire derrière ces intuitions, qu'est-ce que c'est une intuition? C'est un jugement spontané et perçu comme automatiquement fondé, hein, et non négociable. Hein, voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, et voilà, c'est mon intuition. Alors il a été dit évidemment que ça véhicule des préjugés. Hein. Donc il y a toute la critique intuitionniste disant c'est pas parce qu'il dit ça, c'est là qu'il vous disait individualiste, là, que derrière il n'y a pas d'autres choses et qui finalement sont véhiculées par ce jugement spontané. Et deuxièmement, il ne faut pas le prendre, est-ce qu'on a le droit de le prendre au pied de la lettre? Il n'a pas un jugement particulier, n'a pas une légitimité. Quelle serait sa légitimité? Alors après, bon, il y a toute une discussion, hein, sur cet intuitionnisme. Moi je défends dans le livre une forme d'intuitionnisme critique, dans lequel je dis que les intuitions morales sont sensibles aux raisons. C'est-à-dire que la personne, elle ne sait pas parce qu'on a une intuition que cette intuition est le dernier mot. Hein, mais ces intuitions évoluent avec la critique. Hein, avec la critique, elles évoluent éventuellement. Mais on ne peut pas faire sans ces intuitions. Elles peuvent évidemment être décomposées. D'où elles viennent, évidemment. Il y a plein de choses derrière. Mais en soi, c'est un point de départ absolument extraordinaire. Les gens mettent en avant leur jugement avec beaucoup d'assurance. On peut les faire évoluer, mais c'est un point et je pense que c'est ce qui les anime finalement, c'est leurs valeurs incarnées, c'est ce qui les anime. Donc si on veut vraiment comprendre les acteurs, c'est un point de départ absolument non négociable, même si on peut les analyser par rapport à plein de choses qui sont derrière.
Il y a l'histoire de la personne, il y a des présupposés idéologiques, mais ça ne retire pas leur légitimité. Leur légitimité vient du fait que la personne vit à partir de ça, et c'est un jugement qu'elle a façonné à partir de ses valeurs, et que de toute façon, on ne peut pas lui faire changer son intuition simplement en lui disant « c'est faux ». Il faut la faire avancer à partir de cela. Voilà, je sais pas si j'ai... Oui, merci. En tout cas, ce qui était intéressant aussi, c'est la manière dont vous avez croisé l'interdisciplinarité, en parlant finalement de la façon dont différentes disciplines se nourrissent aussi dans la recherche. Alors, effectivement, j'avais aussi cette question par rapport au collectif, c'est-à-dire à la construction collective des normes. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle des valeurs individuelles étant la manière dont on subjective individuellement des normes qui originellement n'ont rien justement de naturel. Donc c'était une première question en particulier, bon je pensais aussi à l'approche foucaldienne de ces questions. La deuxième c'était par rapport à cette définition un peu pour moi troublante de la nature comme ce qui est doux et bon, parce que bon, les tremblements de terre c'est pas spécialement génial, et en fait encore dans une perspective foucaldienne, la nature c'est quand même tout simplement ce qui va nous faire mourir. Oui, donc, bien sûr. Donc on part, ce que je voulais dire c'est ça, c'est-à-dire qu'on part de ça, c'est-à-dire que la question éthique se pose à partir du moment où justement, naturellement, quelqu'un aurait dû être mort. Oui. Et c'est ça la question de Leonetti, de la loi de Leonetti, c'est-à-dire que quelqu'un aurait dû être mort, il ne l'est pas, pour des raisons purement culturelles. Donc c'est une vie qui du coup même, indépendamment des valeurs, est culturellement construite. Et qui, au contraire, dans laquelle la décision finalement du maintien de la vie est une décision qui va entièrement à l'encontre de la nature. Et donc il me semble qu'il y a aussi à poser une dimension, disons, non démoniste du rapport au naturel. Alors, non, c'est intéressant, et là je développe aussi déjà vous pouvez lire l'article, j'ai la référence ici, parce que je développe cette question par rapport à ce protocole en particulier, la question de la fin de vie, et dans le livre également. Alors, il est vrai que la nature fait surtout des dégâts, et la médecine surtout, c'est paradoxal de parler notamment de mort naturelle, quand on est en médecine, puisque la médecine ne fait rien d'autre que s'opposer à la nature, rien de plus naturel malheureusement que la maladie. Et donc, Mill, dans ce texte qui est très beau, qui s'appelle « De la nature », et il dit que suivre la nature, c'est absolument criminel. Et donc, ça ne devrait pas du tout être un idéal. Alors, il se fait, donc ça c'est la première chose, il se fait que, étrangement, cet idéal, on peut dire, cette notion, cette aspiration à la mort naturelle, c'est ça qui est un peu paradoxal au départ, est inscrite déjà dans la loi Leonetti, avec cette idée qu'en retirant ce qui est artificiel, on revient à la mort naturelle. C'est ça qui est au fond inscrit, et que donc, par opposition à quoi? Par exemple, à une interruption de la vie artificielle qui serait la pratique euthanasie. Donc, ce qui était intéressant, c'est que quand on retire l'alimentation artificielle, on revient à la nature, et en même temps, on est bien conscient qu'on prend une décision, donc ce n'est aucunement à la nature, mais on la modifie, et donc on a véritablement une intention d'interrompre des choses, mais en même temps, cet idéal, on peut dire, de naturel émerge dans les entretiens. Moi, je parle de ce qui est émergé dans les entretiens, auxquels moi j'ai donné après une forme à partir de ces concepts qui étaient développés par la philosophie. Et j'ai remarqué qu'une des notions utilisées indirectement, c'était justement celle de la bonne mort. Les gens disaient, la mort, moi j'ai oublié, j'ai quelques verbatims là, mais la mort, ça aurait été bien une mort naturelle dans laquelle il se serait éteint un peu de temps et sans souffrance. C'est ça la mort naturelle. Donc ça a développé la palette du naturel. Mon approche, c'était de retirer de ces entretiens
des approches différentes, et puis de leur donner un nom, en quelque sorte. Et donc de me dire, si finalement on est dans l'impasse avec cette idée de l'artificiel et du naturel, on peut s'appuyer sur d'autres choses pour promouvoir, par exemple, l'utilisation des sédatifs, de la modulation de la mort en fonction du temps et du fait que tout se passe bien aussi avec la famille. C'est une autre, pour avoir une bonne mort qui serait une mort naturelle dans un autre sens, et pas au sens... Voilà, donc c'est un peu compliqué peut-être, mais voilà, donc c'est-à-dire à partir des entretiens, je remarque qu'il y a ce paradoxe, l'attachement à cette idée du naturel, et en même temps l'impasse dans laquelle cette définition particulière de est naturel, ce qui n'est pas artificiel, se heurte. Voilà, et donc retrouver les choses autrement. Et naturel, par exemple, ce qui se passe spontanément. Aussi. Et donc, par exemple, voir un patient qui spontanément est en train de s'éteindre, on retire l'alimentation d'hydratation artificielle et là, on accompagne un processus naturel. Dans ce cas-là, c'est plus naturel. Voilà, c'est ce que les gens disent. Hein. Voilà, et ils font une différence. Alors, sur la norme, et toujours alors, je voulais dire que d'abord, il me semble, et là c'est vrai que c'est peut-être un présupposé aussi, je vois des normes générales, des normes qui sont parfois incarnées d'ailleurs dans des normes juridiques, hein, mais des normes auxquelles tout le monde tient. Hein. Il ne faut pas provoquer de la souffrance, il faut accompagner les gens, il y a des normes générales, et puis il y a des valeurs individuelles, et des intuitions individuelles, parce que l'intuition est aussi accompagnée des raisons. Et des raisons pour adhérer à une norme sont toujours différentes. Enfin, moi, ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que les normes n'ont pas tellement de cours, sinon un deuxième niveau. Mais qu'au départ, on a toujours affaire à des décisions particulières et à des valeurs tellement personnalisées, avec des raisons de suivre telle norme ou non, qui individualisent les choses. Et en réalité, moi, j'ai toujours trouvé autant de valeurs que de personnes. Même si c'est la même valeur, je ne sais pas, la valeur de liberté, elle est motivée autrement, elle est vécue autrement, elle est défendue autrement. Et donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a deux niveaux qui ne se superposent pas. Il y a l'individuel et il y a le collectif. Et le collectif est toujours général et l'individuel est très très particulier. Et donc, le but, finalement, du normatif général, c'est de tenir compte au mieux de toutes ces différentes valeurs individuelles. C'est ça un peu le rapport entre le normatif général et l'individuel, et celui des valeurs individuelles ou des intuitions individuelles. Donc je trouve qu'il y a vraiment un hiatus entre les deux niveaux, et que finalement il y a ce que j'appelle une modestie normative, c'est-à-dire la norme ne pourra jamais s'imposer à tout le monde, on ne pourra jamais avoir la bonne norme, mais les normes collectives forcément évoluent, forcément sont toujours mal adaptées, parce qu'il y a toujours des gens qui bougent, des valeurs qui changent, et aussi des valeurs tellement différentes qu'il est impossible de les refléter complètement dans une norme. Donc voilà, ça c'est le rapport entre les valeurs individuelles et les normes collectives, c'est un rapport, moi je vois ça comme ça, mais il y a d'autres... Et donc avec ce double niveau, en quelque sorte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Il y a la position de Canguilhem par rapport à la norme. Oui. C'est-à-dire justement d'opposer la normalité collective à la normativité individuelle, qui est un processus de subjectivation de la normalité. Oui, mais moi je ne le vois pas comme ça. C'est un oui. réajustement singulier, voilà, et qui effectivement a une dimension aussi vitale. Lui, il le pense en théorie de la philosophie de la médecine. Oui, mais je pense que lui, il le pense plutôt comme les gens s'approprient finalement d'une norme collective et la font vivre. Ou voilà, ça c'est... En tout cas, moi c'est toute une discussion. Moi je pense qu'il y a un vrai, c'est peut-être ça, hein, vous dites que ma position reflète celle où se rattache à Canguilhem, mais c'est possible. Je pense qu'il y a des liens. D'accord. D'accord. Moi, je travaille peu avec la norme, en général. Je trouve que quand on parle de norme, c'est toujours quelque chose qui s'impose à nous. Alors qu'en termes de valeur, c'est ça que je défends aussi cette position, je préfère parler, parce que la norme, c'est il faut, il est interdit, il est permis de, etc. La norme a cette forme-là. La valeur, c'est un terme, c'est un point. La liberté, la mort naturelle, la famille épanouie, c'est un objectif à atteindre. Donc c'est pour ça que... Alors, je vais développer cette relation avec Canguilhem, mais moi, je préfère ne pas parler de normativité, mais de valeur. Alors,
c'est un regard parce que les deux sont liés, évidemment, mais je trouve qu'il y a ce côté contraignant de la norme qui, et par contre, dans la valeur, il y a une façon plus libre et plus personnalisée de vivre les choses qui sont vraiment individualisées. Et c'est pourquoi pas... J'avais une question, mais je ne sais pas si on a le temps, du coup, peut-être que... On est un peu juste, mais bon, peut-être rapidement ou bien alors on... En fait, il y a eu en partie une réponse. Merci Martha pour cet exposé très très riche. Juste, c'était justement sur cette... tu avais l'air d'être critique sur les positions en éthique qui laissaient de côté une approche, alors peut-être tu ne l'appelles pas normative, du coup, je ne sais pas comment l'appeler, évaluative. Mais du coup, quand je vois effectivement comment tu positionnes ton rôle de philosophe sur le terrain, j'arrive plus bien à savoir si, pour toi, il y a encore une normativité de ce rôle-là, du philosophe. Parce que là, quand tu parles vraiment d'analyse conceptuelle, de mise en relation des normes, mais pas forcément d'une dimension normative en fait de ton rôle. Juste, je voulais une petite précision sur ce... Alors, parce que pour moi, oui, il y a toujours quelque part la normativité, on ne peut pas s'en passer. Quand on fait de l'éthique, c'est toujours avec une inspiration au bien et à l'amélioration, quelque part aussi des pratiques. Alors, je dirais que ce que je critique, c'est que justement ce qu'on faisait dans l'éthique appliquée, c'est-à-dire on présente d'abord et on va ensuite essayer de cadrer des pratiques ou de décider quelle pratique est acceptable ou non par rapport à un critère qui a été préalablement construit. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est peut-être de faire émerger les critères. Qu'est-ce que les gens considèrent, eux, comme un bon critère? Alors, évidemment, chacun a sa version et j'essaye, à travers la philosophie, de les faire se coaliser, d'essayer de tirer les fils de ce qui est dit pour faire un retour sur le terrain et pour dire, à partir de ce que j'avais dit, voilà où on pourrait s'orienter. Donc c'est peut-être un rôle quelqu'un a dit, de faire un pas de côté. C'est-à-dire on part du terrain, on aide les gens elles-mêmes à trouver la bonne solution en faisant un pas de côté par le conceptuel, argumentatif, pour revenir sur le terrain. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc, c'est finalement le travail normatif véritable, c'est peut-être les gens elles-mêmes qui le font. Le philosophe aide de ce travail normatif avec des outils conceptuels, argumentatifs, qui donc aident les personnes elles-mêmes à avancer à partir de quelque chose qu'ils ressentent et qu'ils ne peuvent pas formaliser. Ce que je remarque beaucoup sur le terrain, aussi avec les patients et les médecins, c'est qu'on a besoin des philosophes souvent. Parce que les gens, alors d'abord, ils raisonnent très bien, ils ont des capacités incroyables et même des valeurs, non seulement argumentatives, mais aussi conceptuelles, mais ils ne peuvent pas les mettre en forme. Ils ne peuvent pas mettre une étiquette ou mettre un nom. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, c'est difficile pour eux d'utiliser ce matériau pour avancer. Donc c'est ça un peu le... Tu vois ce que je veux dire? J'entends un peu la maïotique en fait. Enfin, dans ce que voilà, un peu peut-être. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, après on peut mettre différents termes sur le travail, mais j'essaie de définir un peu ce travail-là. Donc qui est indirectement normatif, pas directement peut-être. Voilà. Merci beaucoup.